Je m'appelle Léa, donc j'ai fait 2 ans de classe prépa ECG en maths appliquée au lycée Saint-Paul à Lille. Et après ça, j'ai intégré l'ESSEC en septembre. Moi, c'est Jean, j'ai fait une prépa ECT à Notre-Dame-du-Grand-Champ, à Versailles. Et comme Léa, je suis en 2e année maintenant à l'ESSEC. Moi, je m'appelle Guy, j'ai fait 2 années de prépa ECG maths pro. Et actuellement, je suis à l'ENSAE et je suis prof maths approfondie chez Mission Prépa. Oui, ancien étudiant aussi chez nous à l'époque, comme tous les trois d'ailleurs dans différentes matières. Bonjour Léa, bonjour Guy, bonjour Jean. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo ensemble concernant les maths. Pour ce qui est un peu des maths ECT, on va peut-être commencer par là. Est-ce que tu penses que la rédaction, c'est un enjeu clé en maths ECT ou est-ce que c'est plus de l'application pure et dure ? Bon, évidemment, il faut quand même montrer au correcteur que tu sais de quoi tu parles, que tu t'appliques pas bêtement une formule. Donc je pense que là, l'enjeu, il est assez important pour la rédaction. Après, je pense que ça peut être aussi un piège de vouloir trop rédiger, trop expliquer pour montrer que tu connais très très bien ton sujet. Donc en fait, tu te perds un peu dans les détails et tu perds beaucoup de temps, le temps qui est clé dans une épreuve de maths. Donc je pense qu'il faut à la fois, il faut montrer un petit peu que tu sais rédiger, que voilà, tu comprends un peu, mais il faut pas en faire trop des caisses non plus. Bah surtout que oui, l'épreuve ESCP en ECT, il faut quand même faire un gros volume pour avoir 20, il me semble. Plus de 80%, non ? Ouais, à peu près. Donc, il faut quand même avoir le temps de rédiger sur ces 4 heures-là. En maths appliquées, Léa, toi qui enseignes aussi en maths appliquées, du coup ? Ça va dépendre des épreuves, je trouve. Donc Mathedec, EM Lyon et un petit peu Écricom, ils sont très à cheval sur la rédaction, surtout en EDEC. Donc il y a beaucoup de petites phrases, de choses à mettre et qui peuvent vraiment faire perdre des points si on les met pas. En maths 1 ou maths 2, ça va être un peu plus libre. La rédaction, elle peut être un peu moins pointilleuse parce que l'épreuve est plus difficile. Donc, on part du principe que si on arrive à faire quelque chose, c'est que la rédaction, le sujet est maîtrisé. Donc, on peut être un peu plus laxiste sur la rédaction en maths 1, maths 2. Ok, c'est vrai que les maths EM et DEC sont vraiment plus de l'application pure et dure avec beaucoup de rédaction, là où les maths 1, maths 2 sont plus de la réflexion et de la compréhension. Est-ce que tu penses que ça peut être une stratégie de beaucoup rédiger au début pour l'EM et les DEC et ensuite d'aller plus vite pour faire du volume ? Ou est-ce que tu conseilles tout au long de l'épreuve de garder de la rédaction ? Personnellement, j'ai gardé de la rédaction tout au long de l'épreuve. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis d'obtenir 20 en maths et DEC. On avait une professeure très très à cheval sur la rédaction, donc on connaissait par cœur, on avait des phrases types à caler pour chaque question. Et même, on nous conseillait, même si on n'avait pas la réponse ou l'idée de raisonnement, de mettre les phrases de rédaction et de commencer la rédaction, même si la suite du calcul ne suivait pas. Ok. Et en maths approfondie, du coup, Guy ? Ça se rapproche un peu des maths appliquées en réalité, parce que des matières, en fait, les maths EDEC, EML, Écricom, ça va être beaucoup. Il faut être très très cadré scolairement, c'est-à-dire voilà, il faut bien, lorsqu'on introduit par exemple une récurrence, il faut bien appeler la récurrence et tout. Après, au niveau des maths HEC, là ça va dépendre des questions, parce que dans les maths HEC, il y a quand même des questions, j'ai pas envie de dire classiques, mais des questions où on attend que vous sachiez très bien rédiger. Et il y en a où on va juste attendre, en fait, on attend de nous qu'on ait l'intuition, en fait, qu'on voit un peu où est-ce que le correcteur voulait nous amener. Et ce type de questions, on n'attend pas de nous un formalisme idéal, quoi. Ok, je comprends. Alors, pour revenir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Léa, tu parlais aussi de ta prof qui avait des phrases un peu pré-rédigées qu'il fallait réutiliser. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un essentiel, par exemple, d'avoir un cahier avec des formulations récurrentes pour toutes les questions un peu récurrentes ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait ? Est-ce que toi, tu faisais ça, genre, en ECT ? Ouais, déjà, j'avais un gros cahier où, en fait, pendant les cours, je notais à l'arrache puisque ça allait très vite. Et après, je m'étais fait un petit cahier, c'était un conseil d'un ami de 2e année, qui m'avait dit dès le début de la première année jusqu'à la fin de la 2e année, toutes les formules hyper importantes, clés, tu les notes, même les rédactions un peu types que tu apprends par cœur, même si tu les comprends pas forcément. Et après, ça te permet de revenir un peu à l'essentiel et d'avoir quelque chose sous la main de très important. Ok, Léa ? J'ai fait la même chose, mais surtout en 2e année. J'ai un peu regretté de ne pas l'avoir fait en première année. Mais à partir de la 2e année, donc j'avais un carnet où, pareil, donc comme disait Guy, les récurrences pour montrer une bijection, pour toutes les
passer une inégalité à l'intégrale, enfin tous ces trucs un peu classiques qui retombent souvent justement en maths EDEC, maths EM. C'était des choses que je reprenais et que j'avais la démarche qui était vraiment écrite et que j'apprenais par cœur pour les concours. Ok. Moi, c'était plus sur les notions hors programme qui peuvent souvent tomber dans les maths parisiennes. Et donc, j'avais un petit cahier, je sais pas, par exemple, des statistiques d'ordre, des trucs comme ça. Donc, c'était pas, moi, mon cahier, c'était pas vraiment axé sur le programme ECG, c'était plus sur les épreuves HEC, comment est-ce que en fait, sur quoi les concepteurs allaient souvent piocher. Et donc, j'avais une petite base de données comme ça. Ok, intéressant. Pour revenir là-dessus, du coup, sur ton fonctionnement un peu de travail, comment est-ce que tu organisais ton temps en maths? Est-ce que tu faisais beaucoup de cours? Est-ce que tu faisais beaucoup d'exos, beaucoup d'annales? Comment tu travaillais? Vraiment, ça a évolué avec le temps. En première année, je faisais beaucoup de cours parce que voilà, il y a plein d'informations qui arrivent d'un coup. Après, une fois qu'on devient à l'aise, une fois que je suis devenu à l'aise, en fait, le cours me prenait plus beaucoup de temps parce que en fait, ça devenait facile de comprendre directement en cours. Et donc, à partir de cet instant, j'étais vraiment dans le bourrinage d'exercices. Genre, je faisais que des exercices, des annales et tout. Et le cours, il me prenait vraiment plus beaucoup de temps. Ok, Léa? J'ai jamais trop priorisé le cours, même si les profs conseillent beaucoup de le faire, parce que je comprenais en appliquant. Donc, je faisais beaucoup d'exercices. En première année, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans les maths, donc c'était pas ma matière forte. J'ai beaucoup travaillé mes exercices pendant l'été entre la première et la deuxième année. Et après, pendant toute l'année, c'était beaucoup des annales. À chaque fois qu'on faisait un nouveau chapitre, je piochais donc il y a un répertoire d'annales qui expliquait dans chaque exercice qui contenait. Et je prenais un exercice qui était cible sur, par exemple, on avait fait les équivalences. Je prenais un exercice de fonction où il y avait des équivalences et j'en faisais 2 le soir après avoir fait le chapitre pour vraiment me mettre et connaître l'organisation d'un exercice en utilisant cette notion. Ok, Jean? Alors moi, c'était plutôt en deuxième année où j'ai commencé à faire les annales, parce que, je pense que c'est pas mal en première année essentiellement se concentrer sur les exercices que te donne ton prof, parce que tu maîtrises pas encore assez de notions pour vraiment pouvoir faire des exos complets en annales. Et ensuite, à partir de la fin première année, début deuxième année, là j'ai vraiment commencé à les poncer. Et en tout cas en ECT, pour avoir une très bonne note, t'as pas vraiment besoin d'être un expert en maths, faut juste tu ponces toutes les annales, t'apprends un peu le fonctionnement et après ça passe tout seul. Et donc tu bossais surtout sur des exercices types, sur des anciens sujets qui sont tombés? Ouais, en fait, concrètement, je faisais toutes les annales. Quand on abordait un nouveau chapitre, typiquement, premier chapitre qu'on a fait en deuxième année, c'était les matrices. J'ai fait tous les exos de fond en comble de chaque année. Et une fois que tu as fait ça, en fait, normalement, tu maîtrises à peu près l'ensemble du chapitre. Ok, pour revenir un peu sur cette approche, est-ce que vous bossiez plutôt par sujets un peu transversaux ou est-ce que vous faisiez vraiment des sessions par thématique? Léa, pour commencer. Moi, c'était en semaine, donc j'étais plus focus à me dire ce soir-là, je fais proba, ce soir-là, algèbre. Et tous les week-ends, donc samedi matin et dimanche matin, là, je faisais une annale complète pour revoir tous les sujets, tous les thèmes du programme. Ok. Guy? Moi, c'était en fait... mon prof faisait un chapitre par semaine, en fait. Durant mes 2 années, c'est comme ça que mes profs ils fonctionnaient. Donc, ce que je faisais, c'est que la fiche de TD de mon prof, en fait, je la traitais pendant toute la semaine. Et parfois, si j'arrivais à terminer, un peu vite, parce que souvent, les fiches n'étaient pas très longues. On avait des fiches, je sais pas, peut-être 10 exercices ou 8, pas très longues. Je pouvais aller piocher dans d'autres fiches, d'autres prépas. Et lorsque j'avais terminé comme ça la semaine, le week-end, je faisais directement des annales. Parce que moi, je préférais travailler les annales, en fait. Parce que ça permet de garder vraiment... de garder les connaissances que tu as déjà emmagasinées parce que tu traites une épreuve et l'épreuve, elle est conçue pour aller piocher dans plusieurs parties du programme. Donc, moi, je préférais vraiment travailler les annales que les exercices thématiques. Ok, question un peu sensible. Python, comment ça s'est passé de votre côté? Jean, Python, est-ce que tu le bossais ou pas? Honnêtement, j'ai vraiment fait le strict minimum. Pourtant, mon prof était assez à cheval là-dessus, mais en deuxième année. Mais en fait, j'ai vu les annales, j'ai vu qu'il y avait, globalement, toutes les questions un peu style informatique, il n'y en avait pas énormément, et j'ai fait un peu le ratio effort pour comprendre et rentabilité au bout. J'ai vraiment appris la base et c'est tout.
Stratégie concours toujours. Ok, Léa. Un peu pareil que Jean, j'ai fait le strict minimum, ce que je comprenais, je le faisais et je cherchais pas à aller plus loin. Il y a même si en EDEC cette année il y a eu pas mal d'informatique et en écricom aussi, notamment du SQL sur un gros exercice d'SQL que du coup j'avais pas, mais je maîtrisais pas et ça m'a pas empêché de performer dans le reste. Donc Python, après c'est sûr c'est un plus, c'est un bonus sur la copie et quand un prof voit que le Python est fait, il apprécie et il le valorise d'autant plus, mais c'est pas un frein d'avoir des difficultés en Python pour moi. Ok. Pour moi, je travaillais quand même parce que parce que dans les rapports de maths HEC, c'était souvent on avait des années où les questions de Python c'était genre 10% du barème et 10% du barème en maths HEC, ça fait beaucoup. Donc moi j'ai travaillé le Python. Après, en fait, c'est un truc que j'aimais, donc je voyais pas ça comme je sais pas comme un mal, quoi. Genre, j'avais pas mal en révisant Python, comme certains. Que moi, ça va. C'est surtout que si jamais c'est 10% de la note globale, sachant que tu es noté sur quoi, 40-50%, ça fait 4-5 points déjà sur 20. Ça met bien, quoi. Ouais, ok. Ok. Et donc, du coup, pour rebondir un peu là-dessus, mais forcément, s'il y a des difficultés, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces étudiants-là? Par exemple, Léa, tu disais que toi, tu faisais le strict minimum. C'était quoi? Tu apprenais des programmes? Tu complétais des programmes? J'avais bien compris comment définir une fonction, utiliser les probabilités en Python, etc. Donc, et c'était globalement les questions qui revenaient le plus souvent aussi en maths appliquée. Il y a rarement des questions plus poussées, sauf maths 1, maths 2, où des fois il y a des questions plus poussées et c'est normal. Comme là, l'année dernière, on a eu quasiment toute une partie sur du Python. Mais je m'entraînais pas spécialement en fait. Quand il y avait un exercice de Python, une question de Python, je la faisais. Si je la comprenais pas et que je voyais quand même que c'était quelque chose qui était revenu plus souvent, je la rajoutais dans mon petit carnet. Et si c'était vraiment un énorme programme, je voyais pas l'intérêt de passer 1 heure à le comprendre au lieu de faire 2 exercices. Moi, en fait, c'est un peu comme Léa. En fait, si le programme il fait plus 4 lignes, en fait, j'apprenais en fonction de la consigne. J'apprenais par cœur le programme et je me disais, ok, donc là tu mets ça là, ça là, ça là. Et en fonction de si la consigne elle dit ça, je dois le mettre là, mais j'apprenais juste ça, mais je comprenais pas, enfin je cherchais même pas à comprendre le fond de l'exo, quoi. Ok. Pour ma part, c'est donc il y a 2 cas de figure. Soit si on veut vraiment, je sais pas, genre meubler vraiment, on se dit ok, je prends mes précautions sur le Python. En fait, il y a des programmes type, un peu comme elle l'a dit, hein, genre franchement, tu essaies de trouver le programme qui permet, je sais pas, de faire une dichotomie chez nous en maths appro, le programme qui permet d'approximer la limite d'une suite, t'apprends à simuler une expérience avec Python, et je pense que ces 3, c'est là. Et bon, la dernière, ce serait de savoir, en fait, écrire une fonction qui va calculer la valeur, la énième valeur d'une suite. Et ces 4 en vrai c'est largement suffisant pour avoir de bonnes notes maths EDEC. La dichotomie c'était un programme aussi qui tombait pas mal en maths appliquée et c'est un programme que j'ai jamais compris mais que j'ai appris par cœur et que je ressortais bêtement dans les épreuves parce que... Ok, un petit cheat code. Et pour approfondir un peu tout ça, on parlait du coup de l'importance de Python, mais on voit aussi qu'il y a vraiment des grosses différences entre ce qui est attendu en maths appro, appli, ECT, mais surtout en maths parisienne et maths EM EDEC, par exemple, pour les ECG, un peu moins pour les ECT, puisque vous n'avez qu'une épreuve sur la banque BCE, vous avez aussi une épreuve écricom, mais voilà, en général, c'est vraiment les 2 épreuves principales. Pour ce qui est des maths parisiennes, ou ESCP pour vous les ECT, comment est-ce que vous voulez travailler du coup? Est-ce que vous faisiez des anciens sujets qui étaient tombés ou est-ce que vous vous entraînez sur des épreuves par exemple en maths appro sur des ingénieurs ou sur des sujets d'Euro parisienne? Comment est-ce que vous travaillez un peu de cette partie-là? Moi, c'était d'abord les annales. Okay. Je crois, moi, j'étais descendu jusqu'en, je sais pas, peut-être 2012, un truc comme ça. Okay. Après, je faisais pas toutes les épreuves, hein, genre les parties 4, un peu obscures souvent, où quand tu regardes le corrigé, il y a une question qui fait une page de corrigé. Ce genre de questions, faut pas se casser la tête à les faire. Donc, je faisais souvent les premières et les deuxièmes parties. Et quand j'étais vraiment à l'aise sur le sujet, je pouvais faire la 3e. Mais très rarement, je faisais la 4e parce que souvent, ça devenait... Et t'as quand même eu double 20. Donc, ouais, parce que en réalité, souvent, il y a des gens qui font genre une partie et demie et ils ont genre 17, quoi. Ouais. C'est les maths parisiennes. Ouais. On n'attend pas de toi
que tu ailles chercher la dernière question de la partie 4, quoi. Ok. Et du coup, ouais, donc je faisais beaucoup d'annales. Après, j'étais tombé sur le site d'un prof qui mettait, lui, il avait mis vraiment des annales, même des années, je crois des années 80, c'était ce genre de truc. Et souvent, je faisais ce genre de sujet parce que, en fait, c'était bien parce que ça permettait de voir un peu comment il le faisait avant. Et je sais que j'en avais parlé à mon prof, il m'a dit, oui, si tu peux travailler avec ça, travaille, on sait jamais, ça peut être recyclé cette année et tout. Et dernière chose, ça, c'était un coup de chance. En fait, j'étais allé à la bibliothèque au CDI de mon lycée, et il y avait des livres à acheter. Et dans les livres, il y avait un livre d'algèbre qui a été fait dans les années 90. Et ce livre d'algèbre, franchement, c'était vraiment c'était un banger parce que ça m'a permis vraiment de maximiser mes compétences, en fait, mes connaissances en algèbre de fou. Ok. Donc, c'était un peu ça, mon éventail. Ok. Comme quoi, pur hasard, tu tombes sur ce livre. Franchement, c'était. En plus, je l'ai là encore. Donc, ouais, super. tu nous le montreras. Et toi, du coup, Léa, par rapport aux maths parisiennes, comment tu les travaillais? Je les ai travaillés de mon côté déjà, parce que dans ma prépa, on était surtout focus EM et DEC en cours. J'ai attendu de vraiment être à l'aise sur du EDEC EM avant de commencer les maths parisiennes. Et je fonctionnais beaucoup sur des annales. Donc le week-end, quand je me prenais 4 heures, je commençais par faire une annale et je faisais ce que je pouvais. Il y avait des questions types qui revenaient de temps en temps. Donc là, pareil, je les notais. Mais comme dit, je me prenais pas la tête. Je faisais ce que je pouvais. Et les parties 4, même les parties 3, des fois... c'était vraiment, ça partait direct dans un autre monde, donc ouais, c'est ça. je faisais ce que j'étais en capacité de faire et je me prenais pas trop la tête à est-ce que j'ai fait cette question-là ou pas, parce que encore une fois qu'on a sécurisé EM et DEC et qu'on arrive à avoir un peu d'instinct, les maths 2 en tout cas au moins, c'est faisable. On peut grappiller les points parce qu'il y a vraiment toujours des questions récurrentes qu'on voit aussi en EM et DEC qu'on peut trouver pour au moins avoir 8-10. Ok. Ouais, pareil, les annales, après le problème c'est que t'es très vite limité, parce que on s'arrête à, comme t'as dit Guy, 2012, en dessous ça devient un peu... les exos se ressemblent moins, c'est moins type concours, il y a des choses qui sont plus hors sujet. Donc en fait, de 2012 à 2023, tu fais vite le tour, quoi. Mais ouais, sinon, je faisais toutes les annales, et rarement en entier, parce que souvent les dernières questions je bloquais, mais sinon ça allait. Pour revenir un peu sur votre approche, on a une grande question qui revient souvent. Est-ce que vous preniez les exos dans l'ordre ou est-ce que vous commencez par ce qui vous mettait le plus en facilité? Et deuxièmement, est-ce que vous lisiez toutes les questions d'abord et vous sélectionnez déjà celles que vous saviez que vous alliez prendre les points? Ou est-ce que vous les preniez au fur et à mesure au fil allez, Guy. Ok. Donc, moi, pareil, en fait, c'est un truc qui évolue parce que la prépa, justement, ça te permet de te construire, de voir ce qui marche ou pas. Au départ, c'était vraiment première question. En fait, je prends le sujet, je commence avec la première question. Après, j'ai arrêté de faire ça parce que souvent, moi, en fait, au départ, en prépa, j'étais souvent le genre d'étudiant lorsque je bute sur une question, en fait, j'ai pas envie d'avancer. Donc, je vais rester dessus, trouver, et parfois... vous pouvez passer 30 minutes sur une question. Et ça, vraiment, c'est pas le truc à faire. Mais après, j'ai évolué. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que je commençais toujours par l'exercice 1 parce que, bon, très souvent, je trouvais pas de problème au niveau des premières parties ou de l'exercice 1. Donc, je faisais ça. Mais par contre, je lançais un coup d'œil vite fait sur chaque partie. Et ça me permettait de voir qu'est-ce qu'on va traiter, en fait, dans la partie. Est-ce que ici on va faire des calculs d'intégrale, est-ce que là on va faire de l'algèbre et tout, et en fait cette vision globale du sujet, ça me permettait en fait lorsque le temps évoluait de me dire non, je sais que dans la quatrième partie ça parle de ça et là-bas je suis à l'aise, donc je vais sauter direct et je pars. Okay. Donc je lisais pas le sujet en mode je cochais les questions, mais vraiment j'ai essayé d'avoir une vision vraiment globale du sujet. C'est ça. Okay. Je regardais toujours, je fêtais brièvement le sujet, surtout en EM, EDEC et Écrit-Com. C'est globalement toujours la même structure, un exercice d'algèbre, un exercice d'analyse, un de proba et un qui mélange deux notions, notamment en EDEC. Donc sur ça, je me posais pas trop la question, j'attaquais exercice 1 et je suivais au fur et à mesure. Pour les maths 1, maths 2, j'avais pris bien 5 minutes pour regarder le sujet, regarder quelques questions et surligner celles où j'étais sûre de pouvoir grappiller les points. Parce que comme disait Guy, des fois dans la question 4, dans la partie 4 plutôt, il y a 2 questions qui sont
toutes bêtes et qui sont placées là, à la toute fin, et plein de personnes ne vont pas faire, alors que ça peut être des points faciles. Ok, Jean. Ouais, moi je me prenais toujours 2-3 minutes au début pour check. En général, maths SCP, on a 4 exos. Donc en fait, je me disais, bon, cet exo, t'essaies de le faire en à peu près 45 minutes, celui-là plus de 30 minutes, en fonction de la difficulté. Et je faisais dans le désordre, je commençais toujours par l'exo des matrices. Et après, j'avisais en fonction de l'exo qui me semblait le plus compliqué ou pas. T'as quand même ta petite routine en prépa, je vois. Tes petites habitudes pour tes maths. Pour revenir là-dessus, du coup, est-ce que tu validais parfois des résultats et tu passais aux questions d'après direct, si jamais tu voyais que c'était long à faire, que tu allais perdre du temps, ou est-ce que tu essaies toujours d'y répondre? Après, ça dépend, parce que parfois, t'as besoin d'une question pour faire les autres, donc là, c'est un peu plus embêtant. Mais si je voyais que la question avait pas trop d'impact et que je me fatiguais pas, je passais à la suite et je me disais que je reviendrais dessus après. Bon, en vrai, tu reviens jamais dessus parce que t'as pas le temps. Mais ouais. Ok. Juste, je veux revenir en fait sur le fait de prendre connaissance de l'entièreté du sujet avant de débuter. Par exemple, en fait, cette année, chez nous, en Maths Pro, on avait une première partie qui était vraiment imbuvable. Genre, c'était vraiment difficile. Et par exemple, si on n'avait pas lu tout le sujet, on n'allait pas se rendre compte qu'en fait, dans la partie 2, il y avait, en fait, ça parlait de produits scalaires et que, en fait, c'était des questions basiques, quoi. C'était montrer que c'était un produit scalaire, appliquer des inégalités bêtement que tu peux appliquer dans un maths EDEC, EML. Et du coup, quelqu'un qui s'était vraiment enfoncé dans la partie 1, il arrive, je sais pas, au bout de 2h30 à la partie 2, il se rend compte qu'il y a des questions aussi abordables. Ça peut vraiment baisser la confiance qu'on a de soi et vraiment niquer les concours pour la suite. Ouais, c'est très mental aussi à ce moment-là, parce que je pense que c'est volontairement choisi de cette façon-là, de mettre un exo très compliqué au début pour bien déstabiliser, et puis ensuite voir qu'il y a eu la capacité de lire l'entièreté du sujet et de cocher un peu les questions qu'il pouvait faire. Léa, toi, est-ce que du coup tu validais certains résultats qu'on voyait qui avaient marqué, par exemple, en déduire que égale et ensuite tu disais bon vas-y, je pars de là et j'avance si ça a l'air compliqué? Ça m'est arrivé surtout sur les sujets parisiens. Surtout quand je voyais que la question précédente, elle avait un impact sur la question suivante. J'avais lu dans les rapports du jury qui préférait qu'on admette la réponse, au moins juste qu'on mette la phrase « j'admets que… voilà », pour réutiliser la réponse suivante et pas la sortir un peu de n'importe où, même si elle est précisée dans le sujet qu'elle est vraie. Ok. En tout cas, ce qui a l'air important, et vous l'avez dit à différents moments, c'est que les rapports de jury, finalement, vous en avez tous pris connaissance pour un peu comprendre le mécanisme. Vous en avez retiré quoi un peu de ces rapports de jury concrètement? Est-ce que ils donnent des conseils un peu sur la rédaction? Est-ce qu'ils donnent des conseils surtout sur l'approche? Qu'est-ce que, justement, je rebondis sur ce que tu disais, qu'est-ce que tu as pu en tirer, toi, des rapports de jury? Ça m'a beaucoup rassurée, surtout, encore une fois, sur les maths parisiennes, parce qu'ils nous précisaient bien que le sujet était jamais faisable en entier, que pour avoir 50% du sujet, c'était parfois suffisant, comme le disait Guy tout à l'heure. Donc c'est assez rassurant. Après, ils précisent bien aussi qu'ils adorent l'informatique. Et donc que vous aussi. Faire de l'informatique, c'est mis en valeur. Ou dessiner les courbes, même si cette année on n'en a pas eu, que ce soit pour les oraux ou les écrits, ils précisent bien de faire les courbes quand ils le demandent, etc. Donc ça m'a un peu poussé à travailler là-dessus, au cas où ça tombait. Mais surtout, oui, à me rassurer et me dire que en fait, personne fait l'entièreté, que c'est faisable. Surtout aussi quand ils mettaient les notes, parce qu'il y avait un graphique souvent qu'ils mettaient avec les notes le nombre de notes entre 10 et 12. Et finalement, on voyait que quand même la majorité des gens avaient entre 10 et 12. Donc, par exemple, pour viser l'EDEC ou le M Lyon, sécuriser un 10-12 en maths 2, c'est faisable et qu'il y a quand même beaucoup de gens qui arrivent à le faire. Ok. Ouais. C'est un peu pareil, hein. Juste en fait, des rapports souvent de sujets de maths, c'est pas comme les rapports de philo où vraiment on va détailler des trucs. C'est souvent vraiment très très précis et concis, donc facile à lire, quoi. On peut vraiment lire tous les rapports depuis 2010, quoi, si on veut. Et oui, ça permet vraiment de se conforter dans l'idée que je n'ai pas besoin de terminer le sujet. Il faut que il faut que lorsque je sors de la salle, que je sois sûr que j'ai fait tout ce que je savais faire. Et à partir de là, vraiment, on peut vraiment pas besoin de faire beaucoup, hein. Moi, j'ai un pote en fait, dans mon ancienne prépa qui avait fait un sujet de maths 2 une seule fois. Et je crois qu'au concours, il a eu genre 14. Juste parce que le mec, vraiment, il a fait ce qu'il savait faire, quoi. Ouais. Donc stratégiquement, c'était pas mal pour lui, puisqu'il a bien optimisé. C'est ça. Et toi, Jean, les rapports de jury?
Moi, j'étais pas trop attaché à ça. J'ai dû jeter un coup d'œil une ou deux fois, mais ça m'a pas trop aidé. Enfin, ça m'a rassuré dans le sens où oui, pareil, il disait que c'était très compliqué de finir, donc oui, ça rassure. Après, pour ce qui est des conseils pour les types de questions, j'ai pas. Enfin, je trouvais que c'était un peu des réponses classiques. Oui, il faut faire ça. Ça aussi, c'est important. Ça aussi, c'est important. Bon bah, ok. Enfin, ça m'a pas trop apporté, quoi. Ok. Du coup, on va un peu clôturer cette partie maths. Pour la partie maths, juste pour avoir une idée, genre, sur une semaine lambda pendant l'année, tu bossais combien de temps les maths par semaine ou par jour? Alors déjà, mon objectif, c'était vraiment tous les jours. Ok. Ça dépend aussi de si j'avais DS le lundi matin ou pas. Mais une semaine assez calme, on va dire, je me faisais une heure et demie tous les soirs. Ok. Léa? Sur une semaine ouais, classique, sans forcément avoir un DS de maths, je faisais 2 heures tous les soirs et entre 8 et 10 heures le week-end. Ok. Guy? Ouais, je pense dans ces eaux-là. Après, c'est un truc qui évolue en fonction du temps. Je sais qu'à la pause des concours, je sais pas, je faisais énormément de maths, mais ouais, on va dire en semaine, genre 2 heures, et le week-end, ouais, 8-10 heures de temps. Ok, ouais, donc quand même des gros volumes horaires, surtout sur les week-ends, qui te permettaient en fait de Ouais. travailler sur des sujets complets, en C'est ça, fait. ouais, et même pendant les congés, il y a le volume horaire un peu qui augmente parce que là, du coup, les semaines, t'es libre. Mhm. Et donc, Oui. c'est Pendant vraiment les un truc qui vacances, Ouais. c'est 4 heures, les 4 heures du matin pour faire l'anal et voilà. Ok. bien débuter la journée. Chacun son mode de débuteur. C'est ça. Et donc, dans ces cas-là, si vous bossiez voilà, entre 1 heure et 2 heures par soir et 4 à 8 heures, même ou 10 heures le week-end, comment vous travaillez les autres matières le reste du temps? Est-ce que vous aviez un focus sur toutes les matières? Est-ce que vous aviez fait plus ou moins des impasses sur certaines matières? Est-ce que vous étiez équilibré, Léa? Moi, en maths appliquée, il fallait vraiment être équilibré, Mhm. c'est-à-dire qu'il y avait peu de matières où on pouvait vraiment laisser de côté, à part peut-être l'espagnol qui a des fois un coef 2, Mhm. notamment à l'EDEC, mais sinon, il faut vraiment être homogène, et c'est ça qui est le plus compliqué, je pense, en maths appliquée. Donc, j'arrivais à prioriser tout, enfin, à faire, dans une journée, j'arrivais à faire toutes les matières. Après, j'avais la chance de ne pas avoir besoin d'énormément de sommeil et de pouvoir travailler tôt le matin jusqu'à plutôt tard le soir. Donc, c'est ça qui m'a permis aussi de pouvoir tout faire. Mais j'avais des camarades qui, un jour sur deux, faisaient anglais ou espagnol. Et notamment en anglais, j'avais des énormes difficultés, donc il fallait vraiment que je puisse en faire tous les jours. Ok. Et on a vu aussi, parce qu'on t'a accompagné sur de la géopolitique en une partie de l'année, que tu avais pris du coup le programme Suprop qui consistait à faire des sujets de géopolitique. Est-ce que tu penses que c'est important en géopolitique, en parallèle, voilà, aussi de beaucoup s'exercer, de beaucoup rédiger? La rédaction, pas forcément jusqu'au point de rédiger entièrement la dissertation, Mhm. mais rédiger d'introduction de temps en temps, essayer de la rendre à son prof, ça peut être utile. Et faire des plans. Je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment porté préjudice de ne pas avoir assez fait de plans et d'être arrivé du coup, à un mois des concours et me dire je dépasse pas le 9, je sais toujours pas faire de plans. Ça arrive, il va falloir faire quelque chose. C'est ça, mais finalement, en te confrontant à des sujets, tu as quand même eu une bonne note, il me semble, en géopolitique. Ouais, j'ai eu 16 à l'ESSEC et 14 à l'ESCP. Ouais, donc finalement, ça a servi de s'entraîner et de s'exercer. Ouais. Mais je pense que Jean, c'est un peu pareil, culture générale. Du coup, tu étais la première promo de la CG Audencia, du coup, pour les ECT. Je t'avais eu comme élève il y a 2 ans déjà. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Tu avais eu 18 au concours, c'est ça? Ouais. Et toi, la culture générale, du coup, ça a été quoi un peu le changement au niveau de ton approche? Alors, moi, c'est assez particulier parce que, en première année, j'ai quasiment pas réalisé la culture générale. Parce qu'après, en ECT, il faut savoir qu'on a beaucoup de matières. On a 7-8 matières en C'est vrai tout. que vous avez plus de matières qu'en ECG. Ouais. Ouais, du coup, c'est très compliqué. Et en fait, t'as envie de faire tout tous les soirs, sauf que c'est pas possible, t'as pas assez de temps. Donc en fait, t'es un peu obligé de sacrifier des matières de temps en temps, parfois un peu trop même. Et ça a été le cas de la CG en première année. En fait, je savais que pour le concours, c'était sur un thème en particulier et que ce thème arriverait en Ça deuxième année. Le monde à l'époque. Ouais. Et donc en première année, en fait, j'en ai fait très très peu. Ça s'est bien reflété sur les notes d'ailleurs. Et mais pour le coup, en deuxième année, là, j'ai vraiment bombardé. Et notamment grâce à ton dossier, je faisais entre 30 minutes tous les 2 jours à peu près.
Une petite question un peu plus personnelle cette fois-ci. Est-ce qu'à votre avis, vous étiez prédisposé à atteindre ces écoles-là? Est-ce que vous étiez déjà fort en maths dès le lycée? Vous saviez que vous alliez cartonner au concours dans cette matière-là? Ou est-ce que, selon vous, vous avez vraiment progressé en prépa? Bon, Guy, je pense qu'on a la réponse, mais... Moi, non, j'étais pas prédestiné à intégrer ce genre d'école. En fait, c'est vrai que j'avais un bon niveau en maths. Après, en terminale, avoir 20 en maths, ça veut rien dire. Ok. Donc, Ouais. surtout quand on veut aller en prépa après, parce que le premier jour, en fait, le premier DS, tout le monde se prend une claque, quoi. Donc, je pense que il faut pas vraiment se fier à sa note de terminale pour se dire est-ce que je suis prêt pour la prépa ou pas. Maintenant, pour les autres matières, c'était le néant, quoi. Donc, non, la prépa, j'ai vraiment progressé. Genre, l'expérience prépa, ça a été. Ouais, surtout très compliqué que pour moi. quand on t'avait, nous, franchement, on n'avait pas trop de doute là-dessus. On savait que tu étais très très bon en maths, qu'on pouvait te faire grimper dans les autres matières. Ouais, c'est ça. Donc, au contraire, si on m'avait demandé, je t'aurais dit plutôt que tu étais prédestiné à avoir ces écoles-là, comme quoi, tu vois. Ah, ok. Bah, c'est plutôt flatteur, hein. Ah, ouais, Parce ok. que nous, on a l'expérience du coup de l'autre point de vue en tant que Ok. professeur. Ok. Ok, Léa? Moi, pas du tout. Quand je suis arrivée en première année, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre au travail. Donc, je suis presque passée pas loin de pas passer en deuxième année. Ok. Donc, pas du tout. Au moment des inscriptions, mes profs, presque, ils me disaient ça sert à rien de t'inscrire à HEC. Inscris-toi au Densia. Donc, c'est pas du tout. Mais pareil, c'est surtout la prépa et la deuxième année, principalement, qui m'ont permis de pousser tout ça et de réussir les concours. Ok, Jean? Ouais, non, pareil, j'étais pas du tout prédisposé. Enfin, en terminale, du coup, pour ceux qui savent pas, j'ai fait une terminale STMG, enfin, première terminale STMG. Moi, j'étais très bon, mais en fait, comme tous ceux qui arrivent en prépa, et à chaque fois, tu dis, ouais, je vais être meilleur que les autres, j'étais super bon, je vais continuer en prépa, il n'y a pas de raison que ça marche pas. En fait, tout le monde revient au même niveau dès la première année et toutes les cartes sont rejouées. Donc, en fait, non, j'avais aucune certitude sur ce que j'allais taper comme école. Ok. Et ensuite arrive le moment fatidique du coup des admissibilités. Léa, tu arrives admissible et sec. Guy, HEC, SCP et Jean, batterie admissible. Comment vous vivez la période des oraux? Est-ce que vous avez un conseil un peu pour les étudiants dans les différentes filières sur comment appréhender en fonction des écoles du coup que vous avez eu en admissibilité? Jean, du coup, tu te retrouves avec 3 admissibilités parisiennes. Comment ça se passe dans ta tête? Quand j'ai eu la réponse dans ma tête, c'était incroyable parce que, enfin, honnêtement, moi, mon objectif, c'était EDQM, en vrai. Et en fait, il y a eu quand même un temps de latence entre le moment où on avait fini les concours écrits et le moment où on a eu nos résultats oraux. Il devait y avoir, je sais pas, une dizaine de jours. Et ensuite, en fait, on a très vite enchaîné, dès qu'on a eu nos admissibilités, on a très vite enchaîné avec nos dates d'oraux. Ce qui fait que le moment où tu sais les écoles que tu as très peu de temps pour travailler les matières en fonction des écoles. Et moi, l'erreur entre guillemets que j'ai faite, c'est que j'ai pas du tout révisé avant mes résultats d'admissibilité, j'ai pas du tout révisé les matières HEC, parce que j'étais quasiment sûr que je les aurais pas. Ce qui fait que quand j'ai été admissible à HEC, j'étais super content, mais 5 minutes après, je vais me faire défoncer. De stress. Et, donc j'ai révisé les langues, les matières où je savais que je les passais aux oraux, ça j'ai bien révisé régulièrement et ça m'a bien aidé. Mais tout ce qui est matière spécifique à HEC, en fait j'ai eu 4-5 jours pour les réviser. Donc j'ai tryhard, mais ça n'a pas suffi. Ouais. Guy, c'était un peu le même souci pour toi à HEC. C'est ça, parce que en fait, même lorsqu'on arrive à casser la vitre aux écrits, en fait, les oraux, lorsqu'on les a pas préparés, vu que c'est des trucs très codifiés, surtout à HEC et tout, t'es en concurrence avec des gens de grosses prépas qui disent qu'ils ont fait ce type d'oral, d'oraux, pardon, depuis la terminale. Il y en a qui faisaient l'école en terminale, quoi, tu vois. Donc à partir de là, tu te dis, ok, bon, qu'est-ce que je peux bien faire avec mais une semaine de préparation. Donc, non, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, c'est si tu penses un seul instant que tu es capable, après c'est dur, hein, genre, franchement de pas être prédisposé à intégrer HEC, de se dire ok, je vais avoir HEC, je vais travailler en plus des euros d'HEC. Ouais. Mais si un seul instant ça passe dans ta tête, bon,
faut travailler. Mais ce qui est dur, c'est que souvent, il y a un mécanisme de défense aussi où on n'a pas envie de se faire de fausses faux, joies, de fausses illusions, etc. Et souvent, parfois, si tu es dans une petite prépa, tu peux en fait être le sujet de moquerie parce que les autres vont se dire il travaille quoi, qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Et au final, tu as braqué les concours ouais, parce que t'es devenu la légende maintenant. Après, j'ai pas vécu ça, hein, donc non, moi j'étais dans une bonne prépa, mais je sais que j'en ai discuté avec des gens et souvent il y a ça en fait. Tu es dans une petite prépa et dès que tu veux faire un peu, en fait tu veux faire pas comme les autres, souvent ça te grille au nez. Donc il y a tout ça qui peut être vraiment difficile à vivre. Je comprends, et en même temps la prépa tu la vis pour toi et pas pour les autres, et c'est à ce moment là où tu dois te dire ok, quels sont mes objectifs, et si les autres visent plus bas, il faut que toi tu donnes les moyens d'aller chercher ce que tu as envie d'avoir réellement. Donc c'est important. Et Léa, du coup toi pour les ESSEC, déjà après les écrits, j'ai eu beaucoup de mal à me dire qu'il fallait travailler pour les oraux parce que j'ai quand même préparé les oraux SCP, HEC, sauf en CSH, parce que je me suis dit au pire la CSH je la réviserai au dernier moment si il faut, même si c'est pas forcément le bon move à faire. Donc j'avais continué à travailler un petit peu géopo, maths, mais c'était très difficile parce que après le contre-coup des écrits, la grosse période de révision, on faisait des cols de langue toute l'année, on avait des entretiens blancs, donc j'étais pas trop en stress là-dessus. Et j'avais du mal à me dire que potentiellement je repasserais des maths ou je repasserais de l'AGG. Finalement, j'ai eu la seule parisienne où il n'y a ni maths ni AGG. Donc les tests psycho, il n'y a pas grand-chose à faire en soi, parce qu'on peut s'entraîner un petit peu sur les tests de logique du TAGE ou du concours Sésame, mais globalement, c'est jamais les mêmes épreuves. Cette année, on est tombé sur des trucs totalement improbables, sur des... comment ça s'appelle ? Pas des dessins, mais des quadrillages impossibles. Et donc, je m'étais entraînée, mais finalement, ça n'a pas tant servi que ça. Et après, les langues, c'est surtout rester au fait de l'actualité et continuer d'en faire. Nous, on avait, pendant la période entre les écrits et les oraux, soit on avait une colle d'espagnol, soit une colle d'anglais par jour. Donc, on continuait quand même à travailler sur ça. Mais c'était une période où j'avais juste envie de me dire c'est fini la prépa, mais quand les résultats d'admissibilité sont tombés, j'étais quand même très contente. Je comprends. Nous, c'est ce qu'on fait avec les étudiants. On les fait bosser à fond entre les écrits et les oraux. Sur les parisiennes notamment, parce que c'est vrai que les oraux de personnalité, langue, t'en fais au fur et à mesure, tu prends l'habitude, mais c'est vrai que quand t'as pas l'habitude de faire un oral de CSH, de SH, de AGG, de management éco-droit, ça peut être dur d'improviser tout ça au moment des admissibilités. Si vous deviez reparler à votre vous qui est rentré en première année, quel conseil vous lui donneriez ? Philosophique là, on est profond là. Moi, j'ai commencé de la première année très fort, c'est-à-dire je travaillais directement jusqu'à 22h30 à la prépa et tout. Et à partir de octobre, premier concours blanc, en fait, j'arrivais plus à me mettre dedans et j'étais déjà épuisée. Donc, je me dirais de commencer tranquille, de suivre les cours, mais pas chercher à faire trop dès le début pour pouvoir tenir, parce que 2 ans, c'est très rapide, mais c'est quand même très long. Enfin, c'est hyper bateau, mais tout le monde le dit. Mais ouais, je pense que c'est ça que je me dirais. Ok, Jean ? Alors moi, je pense que j'ai 2 conseils. Le premier, c'est faut plus dormir. Parce que vraiment, je me suis tué jusqu'à 1h, 2h du mat. Alors que vraiment, ça sert. Enfin, le rapport efficacité et effet sur le lendemain est nul. Et au-delà de ça, vraiment prendre du recul sur les notes que tu as. Parce que quand tu sors de lycée, souvent quand tu es dans une prépa, c'est que tu as été assez bon. Donc tu as eu des bonnes notes. Et là, en fait, se prendre des tôles au début d'année, c'est très très dur pour l'ego. Et donc vraiment mettre son ego de côté et de se dire que même si tu enchaînes les 5, les 6 pendant 2 ans, en fait, il n'y a absolument aucun impact en soi sur le concours. Et que il faut vraiment prendre du recul et aller au front au concours comme un bâton. En tout cas, merci à tous les 3 pour ce moment passé ensemble. Merci déjà de nous avoir fait confiance quand vous étiez avec nous et encore aujourd'hui de faire partie de l'aventure. Et on est très heureux de vous avoir avec nous. Et on se retrouve très vite pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Merci. Merci.